Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. À l'époque, il manquait beaucoup de granularité sur certains postes et du coup, quand on dit sales, c'est bien, mais il y a un peu de tout. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co/book, B-O-O-K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Adeline, comment vas-tu ? Salut Alexis, ça va bien, merci. Merci de m'avoir invité. Et toi merci d'avoir rejoint le podcast de Yaniro, d'avoir répondu présente à notre invitation. Donc nous enregistrons aujourd'hui toujours à distance dans le podcast du Human Factor de Yaniro. On est bien malgré la distance, franchement ça se voit. Vous ne le savez pas, mais vous posez peut-être la question, mais on se voit, l'invité et moi-même, on a une petite webcam même si ce n'est pas enregistré, donc ça reste quand même très humain. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler ? Ça, vous le savez, parce que vous avez lu le titre de l'épisode. On va parler de rémunération, de comp and ben et de tout ce que ça peut vouloir impliquer et rentrer un peu dans les détails de cela. Mais avant, pour planter un petit peu le décor, pour voir de quoi on parle et qui va en parler et dans quel type d'organisation, je vais peut-être te laisser te présenter ainsi que ton entreprise. Ça marche. Du coup, enchantée, Adeline. Je suis Head of People depuis bientôt 1 an dans la startup Gorgias. Après un parcours grande entreprise et plutôt du côté des opérations dans le groupe Carrefour. Donc une reconversion depuis 1 an. Donc me voilà à la tête d'une équipe RH dans cette startup au départ californienne qui est maintenant implantée en Amérique du Nord, en Europe et en Océanie. Gorgias, c'est une plateforme SaaS qui propose un logiciel de gestion de services clients et en particulier pour les sites de e-commerce. Notre produit, en fait, il réunit toutes les réclamations clients que tu peux avoir en général, qui arrivent par mail, Facebook, WhatsApp, téléphone. Ça met tout au même endroit et ça permet d'automatiser la réponse aux clients afin qu'elle soit super rapide et de très bonne qualité. Donc en gros, notre mission, c'est de permettre à toutes ces plateformes de e-commerce de délivrer une super expérience client. Top. Et si on veut se donner un petit peu l'idée, si on ne connaît pas l'entreprise, Gorgias, c'est combien de personnes et ça existe depuis combien de temps et sur combien de pays ? Parce que sur la REM, ça a forcément un impact. Tu as donné les zones, mais dans les grandes lignes. Ouais. Donc à l'heure actuelle, si on est très précis, nous sommes 208. On vise 300 d'ici la fin de l'année. On a été fondé en 2015, mais l'accélération, elle s'est vraiment faite en 2019 avec la première série A, puis la série B en 2020. Donc voilà, pour donner une vision de l'entreprise. Et dans les pays, on est effectivement aujourd'hui dans une quinzaine de pays, si on compte les personnes qui sont remote, mais avec des sièges aux US, au Canada, en Australie, en France, en Serbie, bientôt en Roumanie. Voilà. Et on peut imaginer, quand on pense à 208 personnes sur donc autant de pays avec autant de règles locales différentes, le sujet de la rémunération au sens large, c'est pas un mince sujet, d'autant qu'en plus c'est pas le seul sujet sur lequel tu bosses, loin de là. Donc on a choisi de faire cette verticale et on en parlait juste avant d'enregistrer. On se disait comment on aborde cet épisode. On avait donc enregistré un super épisode avec Virgile sur la rémunération, mais presque pas le playbook, mais le guide complet de la philosophie de la rémunération aux différents outils qui existent, qui avait beaucoup plu donc c'est un des tout premiers épisodes de ce podcast. Mais bon, quand on le fait dans une vraie entreprise, vous ne me voyez pas faire des guillemets, mais je fais des guillemets. Après, ça se fait un peu de la manière la plus, j'allais dire, des fois artisanale, des fois on fait avec ce qu'on trouve, les grands principes théoriques rencontrent la réalité. Bref, comment on fait en vrai ? Parce que à un moment donné, si vous n'en êtes pas là, vous allez vous retrouver, toutes les personnes qui écoutent ce podcast, devant cette situation de construire, en tout cas, la position de l'entreprise par rapport à la question de la rémunération. Donc, ce que j'ai
j'ai décidé de faire et que j'ai proposé à Adeline, qui a gentiment accepté, c'est de penser à l'un de mes amis très proches qui vient de rejoindre une startup spécifiquement sur ce sujet-là, qui est HR Business Partner et qui a la mission de la rémunération, en me disant, mais alors, quelles sont les questions qu'il pourrait poser et quelles sont les réponses que pourrait donner Adeline sur son expérience, en tous les cas, de ce qui a été fait chez Gorgias. Donc, on se plonge vraiment les deux pieds dedans, on rentre, on va parler de la rémunération chez Gorgias. Commençons par le début. Quelle était la problématique ou l'enjeu au moment où tu as rejoint la boîte? Parce que j'imagine bien qu'il n'y avait pas que dalle, hein, c'était pas on donne de l'argent de temps en temps aux gens et puis on voit comment ça réagit. Mais pour autant, vous avez eu l'envie ou le besoin de passer à un niveau supplémentaire ou de refondre un petit peu le process. Est-ce que tu peux m'en raconter un peu ce point de départ? Oui, tout à fait. Effectivement, tu as raison, quand je suis arrivée, heureusement, il y avait déjà des choses en place et qui étaient le reflet un peu de la culture de la boîte. Et c'est très vite la leçon que j'en ai tirée. Je pense que les premiers process qui sont en place, ils sont le reflet de la culture d'entreprise et du coup, forcément, des fondateurs. Dans notre ADN, à nous, il y a vraiment cette notion de data. Tout doit être fondé sur la data et on ne prend pas des décisions uniquement avec les tripes, on les prend en se basant sur le marché, en regardant ce qui se passe pour donner du sens aux gens. Donc, il y avait déjà une volonté de s'appuyer sur des outils. On s'appuyait sur une plateforme que je peux citer qui s'appelle OpenComp, qui est une plateforme californienne, pour avoir des données de marché. Donc, il y avait déjà ça en place. Donc, quand on voulait offrir un salaire à quelqu'un, on allait regarder cette plateforme pour s'appuyer là-dessus. Et puis, comme tu l'as dit, on a des gens un peu partout. Donc ça, c'était bien, ça nous donnait de la data californienne, mais les salaires californiens, comme certainement beaucoup de gens le savent, ils sont un peu partout. Californiens. Ils sont californiens. Ils sont dodus. Ils correspondent à la réalité californienne du niveau de vie. Ils sont, même au-delà, mais oui, tu as raison, ils sont dodus, ils sont déconnectés aussi de plein d'autres pays dans le monde. Et évidemment, quand on demande des personnes qui travaillent en Serbie ou qui travaillent à Belgrade ou à San Francisco, on est sur des niveaux de vie complètement différents. Donc, il y avait déjà eu cette volonté assez tôt dans l'entreprise de se dire il faut qu'on puisse s'appuyer sur de la data, mais on va pas offrir un salaire californien à des gens en Serbie ou l'inverse, ça n'aurait aucun sens. Donc, il faut pouvoir avoir une conversion qui s'opère entre une data unique et les localisations, et notamment des villes. Donc, il y avait un peu des bribes de ça qui avaient été construites, de dire, tiens, on va essayer de construire des multiplicateurs, ce qu'on appelle, et ça y est, je commence déjà à parler anglais. Je t'avais dit que je parlais anglais, ça y est, ça commence. Des location multipliers, donc des coefficients, en fait, où on prend un salaire américain calculé sur de la data, qu'on va ensuite multiplier par un coefficient pour aller traduire cette data selon les pays. Attends, donc ça existait déjà ou c'était embryonnaire au moment où tu as rejoint le projet? Ouais, ça existait. Alors, il n'y avait pas beaucoup de villes. La façon dont étaient calculés ces fameux location multipliers était pareil en démarrage. La donnée qu'on avait, c'était seulement une plateforme. Et moi, très vite, j'ai dit une plateforme, ça ne me suffit pas. Il me faut d'autres sources de données. Dans d'autres pays, il faut qu'on arrive à croiser tout ça. Donc, on avait ces bribes, on avait l'idée, et je pense que c'est déjà une grosse partie et des premières choses construites, mais il fallait aller un niveau au-dessus pour que ça soit plus fiable, plus complet, plus précis et surtout transparent. Je vais venir ça après. Donc, je reformule et je te laisse me dire justement si je te suis. Donc, il y a une notion que la compensation, donc la rémunération, est mécaniquement ou pas liée à la culture. Et ça, j'ai l'impression que tu dis que c'est plutôt une bonne chose en soi, d'avoir une philosophie. Là, le retour à l'épisode qu'on a fait avec Virgile sur ce que ça veut dire la philosophie de la rémunération, mais d'en avoir une qui est alignée à l'entreprise et à ses valeurs. Donc là, vous en l'occurrence, l'importance de la data, entre autres choses. Vous aviez essentiellement une plateforme donc qui est OpenComp, si je dis pas de bêtises. OpenComp, exactement. Qui est une plateforme de benchmark en fait de rémunération, mais qui est très américaine, sur lequel, faute de mieux, vous appliquiez un coefficient en fait pour trouver une réalité de marché du travail qui corresponde à différents environnements. Et là, l'idée c'était pas mal, mais on va faire mieux. On va faire plus fin. C'est très bien résumé, c'est exactement ça.
Alors, avant que tu rentres sur d'autres aspects, parce qu'il y en a plusieurs hein, sur l'aspect de la rémunération, est-ce que tu peux tricoter celui-là jusqu'à l'état actuel? Yes, on va essayer de tricotons. Alors, Tricotons. effectivement, donc je le disais, le premier sujet, c'est cette data, s'assurer que la data qu'on a, elle soit la plus fiable possible. Donc, aller trouver d'autres sources de données. Donc là, c'est un travail de recherche, d'exploration de mes différents réseaux, d'aller trouver des concurrents ou des sources de données fiables sur le sujet. Je souhaitais volontairement... Versus OpenComp, va en gros Exactement. complémenter le data point Complémenter la de data OpenComp. d'OpenComp. Parce que comme beaucoup d'outils, quel que soit le domaine, certains sont bons sur certains sujets, mais sont un peu moins bons sur d'autres. Donc, c'était intéressant de se dire, OK, comment on va chercher d'autres data? Par exemple, OpenComp était bien, mais à l'époque, il manquait beaucoup de granularité sur certains postes. Et du coup, quand on dit sales, bon, c'est bien, mais il y a un peu tout dans sales. Ou quand on dit RH, pareil, c'est vaste. Donc, chercher plus de granularité. Chercher aussi, par exemple, la data sur des postes plus seniors. Forcément, quand les boîtes grandissent, on commence à chercher des postes de niveau senior directeur, VP. Ces données-là, elle est plus dure à trouver. Donc, première phase, c'était de la recherche. Donc, effectivement, on a trouvé d'autres sources de données auprès d'autres outils. Donc, j'y vais, je les cite, mais notamment Option Impact, qui est pas très granulaire, mais qui en cherche de la data assez fiable sur tout ce qui est VP. L'outil Pave qui est en balbutiement, mais qui a pas mal de data sur la partie engineering. L'outil Carta, qui avait pas mal de données en termes d'equity, puisqu'ils ont plus de 23 000 points de data points sur 23 000 clients sur la partie equity, donc ça donnait des grosses sources de données. Tu parlais de Virgile tout à l'heure, mais évidemment Figures pour le marché français. Donc voilà, l'idée c'est de dire, voilà, on a tout ça. Si on regarde, en se figeant, non pas sur un, mais sur 5 outils, quand on commence à avoir 5 outils qui nous disent un chiffre, ma data, elle est forcément beaucoup plus fiable que si j'en ai un seul. Et parfois, quand j'avais 2 outils qui donnaient des chiffres très, très, très différents, ce qui arrivait, je me disais, OK, comment ça se fait? Et du coup, il faut que j'aille creuser peut-être dans le détail ce qui se passe. Question de naïf qui ne suis pas, donc c'est pas mon métier quotidien de faire ça. J'ai l'impression, alors tu me diras c'est toute la raison pour laquelle Virgile a créé Figures, mais ça me semble lunaire de voir à quel point il y a peu de sets de data sur ces sujets-là. Parce qu'en gros, ce qu'on est en train de se dire entre les lignes, c'est qu'avant Figures, en France, sur le marché français, il y avait quasiment rien de structuré, c'est ça? Ouais, alors effectivement, il y avait des études payantes qui étaient un peu à un instant T, sauf que bon, la composition, ça bouge au fur et à mesure de l'année, au fur et à mesure que tu embauches des gens. Et en plus, pas forcément de visibilité sur le nombre de data points pour chaque job. Donc effectivement, moi, c'était une des surprises, c'était de se dire, tiens, en France, il n'y a pas finalement pas grand chose sur le sujet. Donc à part des échanges entre collègues sur Slack. Au fait, cherche à embaucher telle personne, vous êtes sur combien, vous? J'ai 60 en tête, c'est bien, c'est pas bien, c'est trop, c'est pas trop. C'est vrai que c'était assez limité. Mais moi, je suis arrivée du coup dans cette boîte avec la vision californienne. Donc moi, j'étais déjà consciente de ces outils-là. Et c'est quand je dis, mais en France, il y a quoi? Il n'y a rien, il n'y a pas encore. Ça commence. Ah, d'accord. C'est ça, exactement. Effectivement, ça peut sembler lunaire, mais c'était le cas. Incroyable. Donc là, tu rassembles plusieurs sources. Donc tu as parlé d'OpenComp, Option Impact, Figures, Pave, Carta. J'avais noté aussi Ion et Levels qui sont dans des choses que vous allez regarder plus tard, c'est ça? Ouais, que moi j'ai regardé un peu, mais qui sont un peu moins dynamiques. Et du coup, intéressantes, mais en toute franchise, on s'appuie moins sur ces sources-là. Ok, donc là, bien joué. Je pense que déjà, tu vas faciliter grandement la vie de beaucoup de gens qui nous écoutent, y compris de mon ami que je salue. Voilà, le boulot du benchmark est fait. Comment on va plus loin? Donc là, maintenant, tu as de la data, très bien. C'est quoi l'étape d'après? Ouais. L'étape d'après, alors pour une boîte internationale, c'est la partie, ou pas d'ailleurs, mais la question se posait vraiment pour nous, évidemment, c'est cette partie de location multiplayer, ces fameux multiples, comment est-ce qu'on les construit? Et c'est intéressant parce que je suis souvent challengée sur ce point,
Mais je suis assez convaincue, donc je me lance. Je suis persuadée que ces index, ils doivent être un mix entre le coût de la vie, et ça nous semble tous évident. Oui, le coût de la vie, il n'est pas le même. Je reste sur mon exemple de Belgrade et de San Francisco, évidemment. Il y a un écart de 1 à 4. Donc voilà, le coefficient San Francisco, c'est 1, Belgrade, c'est 0,25. Mais c'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce que, en fait, parfois, les salaires dans les villes ne sont pas le reflet de ce coût de la vie. Et on le voit bien si on se revient 2 secondes sur la France, et les chiffres que je vais donner sont juste illustratifs, mais peut-être que l'écart de salaire entre quelqu'un qui vit à Paris et quelqu'un qui vit à Nantes va être de 5%, alors que l'écart du coût de la vie entre Paris et Nantes, il n'est pas de 5%, il est bien plus important. En bref, oui, tu vis mieux potentiellement dans ces villes-là, et tu vis mieux à Nantes qu'à Paris en termes de pouvoir d'achat. Et tant mieux, et c'est un fait, et c'est comme ça dans plein de boîtes. Tu parlais du coût de la vie de San Francisco. Est-ce que les salaires de San Francisco sont le reflet du coût de la vie de San Francisco ? Non. Pas que. Non, pas que, effectivement. Mais en revanche, il y a tellement de boîtes qui se sont implantées qu'il y a eu effectivement cette montée des salaires. Les salaires sont montés. Il y a plein de boîtes qui ont eu des fonds, qui ont levé des fonds, qui ont pu se permettre d'avoir ces salaires aussi compétitifs. Et du coup, si tu t'appuies que sur le coût de la vie, tu vas te planter avec des salaires qui ne sont pas du tout le reflet du marché, donc bonne chance pour embaucher. Je sens arriver l'offre et la demande avec ces gros sabots. Mais tu l'as parfaitement vu arriver, effectivement. En fait, c'est un mix des deux. Et moi, je suis persuadée que ces location multipliers, ils doivent prendre en compte le coût de la vie, évidemment, et cette loi du marché. Et comment tu la mesures ? Du coup, on reconstruit à côté un index à partir de la plateforme, pas qu'elle, mais surtout Glassdoor. Donc, on ne regarde pas la valeur de Glassdoor en tant que telle. Le chiffre, on s'en fiche. En plus, c'est du déclaratif. Mais en revanche, on se dit, quel est le salaire déclaré en moyenne par un software engineer à San Francisco ? Quel est le salaire déclaré en moyenne par un software engineer à Paris ? Et en faisant le ratio des deux, tu as un index qui se construit. Et à partir des deux, en fait, en combinant ton coût de la vie, et notamment le coût de la vie, je pense qu'une des sources les plus fiables, c'est Nimbeo, et cette loi du marché, cette loi de l'offre et de la demande, tu peux un peu pondérer et avoir un location multiplier qui est représentatif un peu de ton marché, mais qui prend aussi en compte ce coût de la vie. Top. On va évidemment pas lancer le débat comme tu le disais, et c'est une question de conviction, mais pour ne pas laisser mon ami Adeline tout seul, je suis fasciné. Alors j'ai des convictions plutôt humanistes, et c'est un peu à l'origine une des raisons pour lesquelles la société Yaniro s'est construite. En revanche, je suis fasciné par le côté implacable, et ça s'applique dans beaucoup d'endroits de la vie, de l'offre et de la demande. Enfin, évidemment, pourquoi est-ce que les salaires à San Francisco sont débiles ? Parce que quand il y a plein de boîtes qui font de la tech et peu de tech, il y a peu de supply, beaucoup de demand, tout augmente, point. Ça marche avec les bulbes de tulipes en plein milieu de la bulle des bulbes de tulipes, ça marche avec les NFT, si vous êtes intéressé par les cryptos. Est-ce que c'est débile ? Peut-être. Est-ce que c'est des bulles ? Potentiellement, mais dans tous les cas, quand on est dedans, à un moment donné, il faut quand même des techs pour faire avancer la boîte, et des sales et des choses comme ça. Donc, et quelque chose, moi, au-delà de la blague et du côté très capitaliste de ce que je viens de dire, moi, j'aime beaucoup, pour remettre de l'humain là-dedans, l'approche, par ailleurs, assez musclée de Netflix, qui consiste à dire la vraie valeur que vous devriez apporter aux membres de votre équipe, c'est combien vous les payeriez s'ils trouvaient mieux ailleurs. Bah ouais, évidemment. Il n'y a pas de raison, en tout cas, de s'attendre à ce que ça se passe bien si vous payez les gens moins bien que ce qu'ils peuvent trouver ailleurs. Alors attention, toutes choses comprises dans le package, c'est là où on parle d'un package complet. Si vous avez la possibilité de trouver 3 fois plus en allant déménager en Californie, mais que vous aimeriez bien garder ça en restant à Nantes, non, c'est pas pareil. C'est pas toute chose égale par ailleurs. D'où l'offre, la demande, la négociation, tout ça. Très cool. Donc là, vous en êtes là. Je te laisse avancer sur les autres aspects que tu as travaillé. Je continue le tricotage. Continue le tricotage, exactement. Il y a une autre notion dont on n'a pas parlé et qui m'est venue quand tu parlais de ton exemple, qui est effectivement comment on se place par rapport à ce marché. Et effectivement, c'est là qu'il y a la notion de pourcentile, où on se dit, tiens, on a de la donnée, comment est-ce qu'on veut payer les gens ? Et effectivement, si on paye au 20e pourcentile, c'est-à-dire si 80% des copains, des concurrents, ils payent mieux, il y a des chances que
même si on est super sympa, super cool, ça va pas suffire. Les talents, surtout quand on est en recherche très très active de talents en continu. Du coup, effectivement, on a fait un choix de se dire, et c'est pour ça que je reviens sur cette culture et que c'est important parce que ça reste lié à la culture. On se dit, nous, on veut qu'on paye au moins en 60 pourcentiles, donc au-dessus du salaire médian. Mais comme on veut vraiment les meilleurs techs, parce qu'on est persuadé que ce sera notre produit qui fera la différence à l'avenir, on a décidé de monter les salaires de tech au 90e pourcentile. Donc, et c'est transparent dans la boîte et tout le monde le sait. On veut le meilleur produit, donc on veut les meilleurs constructeurs. Donc, on a des salaires au 60 pourcentiles pour tout le monde dans la boîte et au 90e pour les équipes tech. Voilà pourquoi la culture est importante, parce que ça, effectivement, pourquoi est-ce que ça se produit sur la data? Oui, c'est la data du 90e pourcentile. Est-ce que c'est faire? Je ne sais pas. Est-ce que c'est cohérent avec ce qu'on veut construire? Oui, ça l'est. Donc voilà. J'ai une question, j'ai la réponse d'avance parce que sinon t'en parlerais pas aussi librement dans cet épisode. Mais donc j'imagine que ce principe fondateur est également partagé, transparent. Bien sûr. En fait, on arrive du coup au 4e pilier. Tu me fais ma transition, j'ai trop de chance. C'est ça. Voilà la balle. La 4e chose qu'on a mis en place, c'est que les balbutiements au départ, tout ça n'était pas du tout public dans la boîte. C'était géré beaucoup par les managers qui avaient des accès à OpenComp, etc. Une fois qu'on a réuni toutes ces bases de données, qu'on a mis des location multipliers bien propres, qu'on a redéfini les pourcentiles pour chacune, pour nos métiers, on a dit, en fait, il faut que cette grille, elle soit claire pour tout le monde et que tout le monde puisse se projeter. Et aussi, en termes de carrière, de transition, si je veux coopter quelqu'un, ça serait beaucoup plus simple, en fait, si cet outil, qui, soyons très clairs, est un Google Sheet avec... C'est important d'être clair. Mais oui, non, mais voilà, il faut dire ce qu'il y a. J'ai hâte de m'en débarrasser un jour, mais tant que la plateforme idéale n'est pas arrivée, je suis obligée de combiner tout. Je reviens à ce que je disais. Donc, on a dit, cet outil-là, il faut qu'il soit accessible à tout le monde. Donc, 100% des nouveaux embauchés, tout le monde dans la boîte a accès à ça. Nos règles, elles sont claires, elles sont écrites. Donc, on exprime qu'effectivement, on paye tout le monde au 60% et nos techs au 90%. Tout le monde voit les location multipliers, comment est-ce qu'ils sont construits, comment ils sont calculés. Et du coup, l'idée, c'est que tout le monde peut challenger aussi. En fait, si je continue un peu dans le tricotage, une fois qu'on a fait tout ça, moi je flippais un peu. Sans blague, t'as un truc qui est super sur le Google Excel et tu fais, alors donc, soyons bien clairs, vous, je caricature, c'est pas ce que t'as dit, alors donc vous, on vous paye maxi bien, vous, on vous paye plutôt mal, mais c'est prévu au programme. Vous êtes d'accord? Non, je sais que tu payes personne mal, mais ça me fait rire. Après, en étant au 60%, ok, encore une fois, quand tu es au 60 pourcentile, je pense que tu peux pas dire que tu payes mal les gens. Bien sûr, tu as bien compris ma blague. Hein. Et j'ai compris la blague, évidemment. Mais du coup, l'idée, c'est de dire, tout le monde accède, donc tout le monde peut te challenger. Donc tout le monde voit la data. Et parfois, et c'était le but, et moi j'ai vraiment dit aux gens, allez-y, testez le truc. À fond, et challengez-nous, et je comprends pas pourquoi non, et vous êtes sûr que cette database elle est bien, etc. De façon, parce que déjà, on est humain, on voit pas tout, ça reste beaucoup de data, et ça reste un sujet touchy, donc les deux combinés, il faut être à l'aise pour se faire challenger. Et voilà, mais la dernière étape, c'était ça, c'était de rendre cette info publique, accessible à tout le monde dans la boîte, et du coup, libre de commentaires de tous ordres de la part de tout le monde. Et alors, comment ça a réagi? Exceptionnellement bien. C'est-à-dire que, comme je te dis, j'étais un peu flippée, parce que je me disais, est-ce qu'on est raté à côté de quelque chose une fois que tu as tout checké dans tous les sens, etc. Alors moi, la partie tableau Excel me fait rêver de là où je suis. Je me dis que ça a l'air hyper fun. La partie d'après me fait un peu froid dans le dos, effectivement. Ouais. En fait, il y a eu beaucoup d'enthousiasme de la part des équipes. Je pense maintenant, avec le recul, qu'il y a quelque chose qu'on a bien fait et que j'encouragerais des personnes qui se lanceraient dans cette démarche à faire. C'est-à-dire qu'on l'a présenté avec beaucoup d'humilité. On leur a pas dit, OK, les gars, il y a un major win, on a construit ça, c'est génial. On leur a dit, voilà, on a voulu construire quelque chose de transparent parce que c'est pareil, dans notre culture, dans notre valeur, tout est transparent chez Gorgias, tous les chiffres, tout est accessible. Et ça faisait partie des sujets qui ne l'étaient pas encore, donc c'est important pour nous qu'on le fasse.
On y a passé beaucoup d'heures, mais on a peut-être raté des choses. Donc, surtout tester et challenger nous pour que ça soit encore mieux. C'est une première étape, mais on va essayer de faire encore mieux demain. Et je pense que le fait qu'on arrive avec cette démarche fait que les gens, quand ils sont... Enfin, on n'a pas été plein de triomphalisme, si tu veux. Ça a aussi limité les retours qu'on a eus, qui ont finalement été assez peu nombreux, et ont toujours été sous forme de questions avec un ton bienveillant, et pas revendicateur, en mode « je comprends pas, c'est pas normal », etc. Non, c'est pas du tout ça qu'on a eu. Parfois, on a dit « tiens, j'ai pas bien compris ça, est-ce que tu pourrais m'expliquer », etc. Et finalement, là où je m'attendais à avoir des dizaines de questions, bah, ça a été très, très calme. En fait, on a eu quelques-unes. Et nous, on avait prévu, on a lancé le truc public équipe par équipe en disant bon, si jamais il y a 1000 questions, histoire qu'on ne prenne pas toutes les questions d'un coup. Mais on l'a présenté à chaque équipe et en gros, en 3 semaines, on avait diffusé l'outil à tout le monde et tout le monde y avait accès. Et ouais, ça s'est plutôt bien passé. Après, voilà, il faut être... je pense qu'il faut se lancer et avoir ce ton, encore une fois, de humble, parce que même si effectivement on parle de salaire, ça reste, c'est pas un sujet de tabou et il faut se lancer, quoi. Et alors, ce que j'entends en creux, je vois presque une méthode au produit. Où en fait tu traites le truc comme un produit, où tu as une bêta, une open bêta, une annonce de release avant, une release, etc. Vous en parlez équipe par équipe au moment où vous avez release, justement. Est-ce que c'était à tout le monde en même temps? Vous avez fait des tests et des ajustements? Ou est-ce que légalement, question très bateau, mais est-ce que tu peux faire ça? Faire des changements itératifs? Est-ce que tu as A/B testé des choses? Est-ce que ça vous a traversé l'esprit? Ce que tu viens de donner comme ce qui est en fait de la conduite du changement, d'apporter les choses étape par étape, de faire dans le collaboratif. Vous étiez, ce que j'entends, ouvert à l'idée d'avoir des questions et potentiellement de faire des ajustements sur votre tableau si les feedbacks étaient cohérents. Ouais, je suis assez preneur de voir un peu à quel point on peut faire le parallèle sur une release produit et le lancement de cette grille de rémunération. C'est vrai que je l'avais pas vu comme ça, mais tu as raison. Je pense que ça ressemble un peu à un release produit. Et du coup, ce qu'on a fait avant de le lancer, effectivement, c'est que on a l'outil, qui est lui-même ce gros tableau que tout le monde peut utiliser et manipuler pour faire des offres ou se projeter dans une future promotion, etc. Donc on est d'accord que l'outil, juste pour bien comprendre au-delà du fait que c'est un Excel, c'est un outil qui peut dire sur un poste donné, une position donnée, une location donnée, enfin différents facteurs, voilà, je sais pas, ce à quoi tu as droit à Gorgias et voilà où est-ce que ça te place par rapport au marché théoriquement. C'est ça? Exactement. Et en termes de salaire, en termes d'equity. Les deux. Et on reparlera de l'equity juste après, t'inquiète pas. Donc, c'est exactement ça. Du coup, en parallèle, pour s'assurer qu'on est dans les clous, évidemment, avant de release le truc, il y a une analyse de l'existant. Tu dis, bah, je prends tous mes salaires, toutes les personnes, et je regarde, quand j'applique ma nouvelle machine, comment chacun se place par rapport à ça. Et là, cette analyse aussi, elle faisait peur. Et évidemment qu'il faut la faire avant de tout lancer pour se dire qu'est-ce que ça donne et comment est-ce qu'on lance le truc de façon propre. Donc là, juste pour bien comprendre, c'est tu relances le Excel et tu l'ouvres à une équipe en disant selon le Excel, à partir du 1er février, toi tu auras tant, toi tu auras tant, toi tu auras tant, et la progression que tu peux imaginer, ça sera ça, quoi. Après, on tombe dans la carrière, c'est encore autre chose, mais c'est à peu près ça que je comprends? Ouais, tout à fait. Donc c'est un espace de simulation, quoi. Ouais, effectivement. Donc en fait, quand on l'a lancé, on a dit voilà la vision. Encore une fois, on s'appuyait pas sur rien au départ. On s'appuyait comme sur des outils existants, notamment OpenComp. Donc la chance qu'on avait, c'est que ça aurait été beaucoup plus compliqué, je pense, si on n'était pas jamais parti de data et que là, d'un coup, il fallait dire tiens, on va construire une grille. Il y avait quand même des salaires plutôt alignés, il y avait très peu d'exceptions, donc on est parti sur des bases saines et propres. Et je pense que, c'est quand même clé, il faut le dire. Il y avait du très bon boulot qui avait été fait avant que j'arrive. Et du coup, s'appuyant sur cet historique, effectivement, on crée cette analyse de l'existant. C'est quoi les salaires aujourd'hui? C'est quoi la vision? Et quels sont les ajustements pour chacun? Donc pour certains, ils sont très mineurs. Pour certains, ils sont un tout petit peu plus importants, mais tant mieux. Enfin, ça veut dire qu'on réajuste. Et tu as un troisième cas de figure qui est, je me rends compte qu'il y a des gens qui sont un peu décalés dans le bon sens pour eux. C'est-à-dire qu'ils touchent plus que ce qui
toucherait s'il rejoignait l'entreprise. C'était la question qui se construisait dans ma tête. C'était, en fait, quand on parle d'équilibrage, je pense à d'autres mondes dans lesquels il y a de l'équilibrage. Et je vais faire une confidence là. Je pensais au monde des jeux vidéo, dans lequel, quand il y a des jeux compétitifs, il y a toujours de l'équilibrage entre, je sais pas, des personnages, des choses comme ça. Et les joueurs ont tendance à détester quand on, donc vocabulaire de gamer, quand on nerf un personnage, donc quand on diminue ce qu'il est capable de faire par rapport parce que du coup ça devient très déplaisant. Je peux imaginer que se retrouver avoir une paye nerfée, c'est hyper déplaisant. Alors j'ai regardé le tableau, en fait tu vas avoir une petite décote de moins 30% parce que ça te ramène au prix du marché. Mais donc je serais très curieux de savoir comment tu gères ça. Ouais, et c'est une très bonne question. Donc nous, juste, ça me semblait évident qu'on n'allait pas toucher à l'existant, parce que déjà c'est horrible, personne qui connaît ça. Oui, il y a des gens qui construisent leur vie autour de ça, ouais. Ça poserait de gros problèmes de légalité, et c'était pas l'esprit de la boîte. Donc premier point, il y avait personne qui avait plus d'écart, enfin on parlait pas d'écart de 30%, donc déjà heureusement. Et pour les quelques personnes qui étaient effectivement là-dessus, encore une fois, transparence et communication. Donc, l'idée, c'est que moi, j'ai travaillé comme ça avec chaque manager. Donc, j'ai vu les managers d'équipe en leur disant, voilà ton équipe, voilà en gros comment ça va se passer. Donc, tu as des ajustements mineurs, etc. Bon, pour toutes ces personnes, il y a un très léger ajustement ici. Là, ils sont légèrement dessus, légèrement en dessous. Mais surtout, l'idée, c'était de pouvoir signaler les personnes qui étaient un petit peu, qui étaient un peu plus déconnectée, en disant voilà, tu as cette personne dans ton équipe qui est un peu déconnectée. Ce que nous on t'encourage à faire, c'est le voir ou de la voir, de leur présenter et de leur expliquer pourquoi, et du coup de leur dire qu'évidemment il y a zéro implication à venir, mais de leur partager aussi que lors d'une prochaine promotion, ça sera peut-être pas un jump à plus 12, plus 15, mais on sera plus près d'un jump à plus 4, plus 5. De façon pour remettre sur les clous, quoi. Exactement, de façon à ne pas créer de la déception et que ça soit clair pour eux. Donc c'était de se dire, on fait un discours rassurant et un discours qui a du sens, de façon à ce que ça soit transparent. Donc chaque manager a fait ça avec les personnes de leurs équipes, qui au moment où on l'a fait devait représenter, je pense, une quinzaine de personnes dans la boîte, et on devait être 150, donc 10%. Et ça s'est bien passé. Donc voilà. Là aussi, tu étais en sueur avant? En soi, je dirais que je pense que j'ai la chance de bosser avec des gens super intelligents dans la compréhension. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, quand elles sont bien communiquées et qu'on donne du sens, encore une fois, avec des chiffres, de la data, le pourquoi, etc., passe beaucoup mieux. Et l'idée, et le fait d'arriver, ne t'inquiète pas, évidemment, on ne touche pas à ton salaire, il n'y a pas de sujet. En revanche, je veux juste que tu sois conscient qu'aujourd'hui, tu es un petit peu décorrélé de la grille qui est construite, notamment sur ces données-là. Donc, le prochain jump pour toi, si on fait la simulation ensemble, il faudra plus attendre un 4-5% d'augmentation, et je voulais que tu le saches maintenant plutôt que quand ça se passera pour pas être déçu. Et la réponse, c'est faire une offre, je comprends, quoi. Exactement. Ok. Donc vous l'avez compris, on s'en doutait, mais ça va mieux en le disant, on ne nerfe pas les salaires des gens, parce que ça se passe mal quand c'est pas illégal. Ouais. J'ai une question quand même qui est relative à ça, parce que là ça se passe vachement bien quand même dans la manière dont tu le dis. Du coup, c'est quoi votre position, que ce soit en entretien annuel ou en entretien d'embauche, face à des gens qui ont des exigences qui sont hors grille? Parce que c'est la réalité. Je ne sais pas si vous en avez beaucoup, mais vous pouvez avoir des gens qui vont dire non, mais moi, je sais pas, je viens de telle école, ou donc je ne prends pas en dessous de temps, tant que ça c'est en recrutement, ou bien en mobilité ou en promotion, on peut dire ouais, mais moi, mon manager, il m'avait dit que. Enfin bref, ça négocie dur et c'est hors grille. Vous avez une position du c'est mort dans ces cas-là, ou il y a des degrés de liberté? Ah, très bonne question. En gros, et pour que ce salaire calculateur il marche, enfin cette machine qu'on a construite, elle marche, elle ne marche que si on reste dans les clous. Si on sort des clous, elle n'a plus aucun sens. Et ça se fait tout de suite en plus. Hein. Bah oui, non mais donc voilà. Donc, l'idée pour éviter ce genre de problème, c'est de dire, en fait, on va donner aux gens le choix quand ils nous rejoignent. Et du coup, quand on fait une offre chez Gorgias, une offre de salaire, on ne fait pas une offre avec un salaire, on fait une offre avec 3 salaires. On fait une offre avec 3 salaires et 3 niveaux d'equity, en disant, je vais prendre un chiffre rond et facile, dire, ok, je te fais une offre entre, du coup, 45 et 55K. Donc tu peux choisir 45, 50 ou 55.
avec l'offre à 45K, tu as beaucoup d'equity. Avec l'offre à 50, tu as moyen d'equity. Avec l'offre à 55, tu as beaucoup moins d'equity. Tu as le choix. Et ça change tout. Parce que du coup, tu as le choix entre les trois. Donc, le fait d'avoir le choix positionne le candidat dans une position où on ne lui impose pas quelque chose, c'est lui qui décide. Et il décide en fonction de ses envies. J'ai besoin de plus de cash ou moins, ou je me vois rester très longtemps dans la boîte. C'est un choix stratégique de prendre de l'equity. Et les rares cas qu'on a eu en termes de négociation, et je les ai recomptés hier parce que je me dis, ah bon, seulement, on en a eu 9 sur 208, ce que je trouve c'est faible. OK. C'est du coup potentiellement, vu qu'on travaille avec ces options, donc on les appelle options 1, 2 et 3 dans notre jargon à nous. Option 1 étant celle avec le moins de cash et beaucoup d'equity, et l'option 3 étant celle avec plus de cash, moins d'equity. Dans les cas où les gens disent, bah ouais, mais je suis un peu limite moi sur le cash, on dit, ok, on crée une option 4 où on applique exactement la même règle, c'est-à-dire qu'on va rajouter 5% de cash en plus, mais on va diminuer l'equity d'autant. Donc en fait, et en revanche, on ne sort jamais de ces clous-là. Et ça, c'est très clair et c'est très ferme. Et le fait que ça soit public et que notre salary calculator, tout le monde y ait accès, ça permet aussi que toutes les offres qui partent, elles soient toutes alignées et vérifiables par tout le monde et propres. Et du coup, c'est assez bien parce que cette partie de négociation, elle m'est très très chère parce qu'elle fait écho pour moi à la partie diversité et inclusion. À partir du moment où tu ouvres la voie à la négociation, tu prends des gens qui savent bien négocier. C'est toujours les mêmes qui gagnent. Exactement. Et en fait, nous, on ne veut pas recruter les meilleurs négociateurs. Alors si, certainement en sales, etc. Mais sinon, de manière générale, on veut recruter des gens qui sont bons et on s'en fout de leur background scolaire et on s'en fout de leur capacité à négocier un salaire. On veut juste qu'ils soient bons dans ce qu'ils font et qu'ils partagent nos valeurs. Et du coup, pour te répondre clairement, franchement, et ça arrive hein, évidemment, on a des gens qui ne sont pas alignés avec notre grille, et bah tant pis. Et c'est parfois dur, mais c'est comme ça. Mais en vrai, ça n'arrive pas si souvent. En tech, parce qu'effectivement, on paye très haut, et c'est un choix aussi. Hein, on se dit au 90e pourcentile, on sait qu'ils sont durs à aller chercher ces candidats de tech. Donc en allant taper très haut dans les salaires, on a quand même peu de chances d'avoir des refus d'offres pour des raisons salariales. Et pour les profils non tech, on est quand même bien positionné. Et ça peut arriver. Et on prend ce risque-là, mais au moins, c'est faire et ça, on reste droit dans nos bottes. Ok. Alors, je reprends tout ce qu'on vient de se dire dans les très grandes lignes. Donc, l'idée de base pour pas être déconnecté de la réalité du marché, parce que l'offre et la demande, le coût de la vie, donc des indicateurs qui sont plus grands que vous, et ça tombe bien parce que de toute façon c'est très aligné avec votre culture, l'utilisation de la data. C'était de construire un benchmark, des data points qui permettent d'avoir une idée de c'est quoi les fourchettes de salaire pour différents jobs en fonction de la position, du niveau de seniorité, de la location, comme tu disais, et ce genre de choses. Après, vous êtes positionné sur un pourcentile par rapport à ça en fonction de ce que vous estimiez plus ou moins stratégique, pour le dire tel quel, et ça c'est lié à la stratégie de la boîte. Hein. Voilà, Gorgias, ça va passer par le produit, donc on veut les meilleurs techs, donc on veut mettre le paquet là-dessus, en tout cas on peut. Peut-être sur d'autres produits, équipes, on veut être au-dessus du marché, donc on se cale à 60. Et après, vous avez présenté ces éléments de grille avec une position humble, en quelque part ouvrant des possibilités d'ajustement sur feedback. Ça n'a pas donné grand-chose de très très grave. Et après, il est question d'appliquer ça en s'assurant que les heureux et heureuses gagnantes qui étaient du bon côté du pourcentile, on leur enlève pas ça, mais que par contre, on le rééquilibre plus tard dans d'éventuelles augmentations pour remettre dans les clous. Et après, on ne dévie pas de ces clous, mais par contre, on a des degrés de liberté qui sont le vase communicant que sont l'equity et le salaire fixe, c'est ça ? C'est parfaitement résumé. Allez, tu sais, c'est un job. Et ce qui me donne envie d'aborder deux sujets encore qu'on n'a pas abordés. Et le premier, on l'a abordé de très loin, c'est l'equity. Donc déjà, peut-être question qui est naïve, hein, mais c'est mon rôle. Pourquoi donner de l'equity ? Je reviens et je me répète sur cette histoire de culture. Dans la culture et très forte et de façon très forte dans notre ADN, il y a, alors je suis désolée, c'est l'anglais, extreme ownership, donc vraiment
Mince, d'un coup, je bloque. Je sais pas dire ownership en français. Ben pareil, je suis coincée. Mais bon, on va espérer que les gens comprennent. Mais du coup, C'est une forme de responsabilité, de prendre un sujet. Exactement. C'est le fait de prendre le sujet. Et du coup, vu que tu es propriétaire de tes sujets et de ce que tu fais et de ce que tu avances pour la boîte et dans cette extrême responsabilité, ça avait du sens de dire la meilleure façon de créer cet esprit-là, c'est qu'on soit tous co-owners, donc copropriétaires de cette boîte. Donc effectivement, de l'equity pour tout le monde, c'est pas très français, et ça je l'ai découvert un peu plus tard. C'est beaucoup plus fréquent aux États-Unis. C'est effectivement, du coup, en faisant un peu de recherche là-dessus, je me suis dit, tiens, il y a quand même culturellement, au-delà de chaque boîte, d'un point de vue juste pays, il y a aussi une approche très différente sur l'equity. Donc, de l'equity pour tout le monde. Premier élément de la culture, c'était la première décision. Alors, je pense qu'on n'aura pas le temps de rentrer trop dans les détails des outils, parce qu'il y en a beaucoup en France, dans le milieu startup, on aime beaucoup les BSPCE, par exemple. Est-ce que tu peux nous donner au moins, dans les très grandes lignes, la philosophie de ce que ça veut dire de l'equity pour tout le monde? Parce que moi, la question, pareil, je vais jouer un peu naïf, mais que je me pose, c'est est-ce qu'il y a un pool fini d'equity qui est distribué à tout le monde, mais dans ce cas-là, quand est-ce que ça s'arrête? Parce que à force de diviser le gâteau, au bout d'un moment, il n'en reste plus. Est-ce que ça veut dire qu'on fait de l'émission d'actions prévues là-dedans, mais dans ce cas-là, au bout d'un moment, tu dilues tout le monde? Enfin, sans rentrer trop dans les détails techniques, parce que on n'est pas un podcast financier, ça me rend quand même un petit peu curieux dans la vraie vie, qu'est-ce que ça veut dire? Donc effectivement, tu as raison, le gâteau il n'est pas limité, donc tu as effectivement un pool d'actions, l'Employee Stock Option Pool, le fameux ESOP que parfois on peut voir dans les... Je le dis parce qu'au début, quand on démarre là-dedans, c'est quoi ce truc ESOP? Voilà, c'est la part du gâteau qui est prévue. Employee Stock Option Pool. Juste pour ma culture, parce que moi je ne le sais pas, ça varie de combien à combien dans les grandes lignes? C'est quoi un gros ESOP et c'est quoi un petit ESOP? En fait, c'est très difficile de répondre. Impossible de répondre à ça, ok. Ouais, en fait, il faut raisonner en termes de quel pourcentage du gâteau tu veux donner à tes employés. Oui, c'est à ça que je pensais. C'est à ça que je pensais, ok. Ouais. Encore une fois, je vais t'embêter parce que ça va dépendre des pays. Je sais juste te dire que la taille des gâteaux en France pour les employés, il est beaucoup plus petit. Ça peut aller juste entre 2 et 10%, alors que tu vois, Gorgias, on est quasiment à 40%. Donc c'est... Waouh! Donc ça veut dire que tu as 40% des actions qui vont aller aux employés et les 60% sont répartis entre founders, business angels, fonds d'investissement, institutionnels, de tout crin, quoi. Yes. Incroyable. Ah ouais, c'est... Effectivement, parce que moi j'avais plutôt des chiffres entre 5 et 15 en France. Ouais. Ok. Donc du coup... Encore une fois, après, c'est un choix. Et comment est-ce que ce gâteau il peut varier en fonction des levées de fonds et tout ça? Nous, typiquement, l'idée, c'est de se dire, quand on fait des levées de fonds, vu que on veut que les gens ils puissent avoir du cash, on leur dit, il y en a qui veulent vendre à un bon prix. Et du coup, tu n'as pas besoin d'attendre le fameux entrée en bourse ou tout ça pour que l'equity, le mythe de l'equity devienne une réalité. Tu peux potentiellement déclencher ça. Tu peux cash out comme un fondateur ou une fondatrice. Ouais. Exactement. Donc, et du coup, ça te refait, ça te permet aussi de jouer avec ton pool et sans avoir tout le temps à réémettre parce que t'as des actions qui reviennent et du coup, dans la redistribution de l'equity pour les gens existants, ça c'est, tu t'assures d'avoir toujours un ESOP en fonction de la période. Après, j'avance peut-être un peu vite et un peu dans la mauvaise direction, mais j'imagine qu'après, c'est un jeu que tu mets calendairement avec le nombre de personnes que tu comptes embaucher, à quel niveau et la prochaine levée de fonds, quoi, un truc comme ça. Tout à fait, avec un réajustement des coefficients aussi. Et en fonction, en fait, plus tu grandis, évidemment, plus il y a cet effet de dilution, donc moins tu es généreux sur l'equity que tu distribues. Oui, parce que ça vaut plus. Évidemment. Donc, du coup, tu distribues aussi moins d'actions, etc. Donc, le pool est légèrement moins dilué. Enfin, en fait, c'est un recalibrage permanent pour être sûr que ton pool se dilue pas trop et que tu arrives quand même à pouvoir générer. Donc, nous, par exemple, là, on s'est dit, OK, on a fait nos anticipations de besoins de recrutement. On sait à peu près combien de personnes on va embaucher. On sait à peu près combien ça va nous coûter en termes d'equity. Donc, on sait qu'on n'a pas besoin de toucher au pool encore cette année.
Ouais, ok, ok. Et alors, donc, je vous promets qu'on va pas rentrer dans les détails techniques, mais par contre, j'aimerais bien flécher le terrain. Toujours l'épisode qui est fait pour mon ami, hein, que je ne citerai pas, mais qui se reconnaîtra, pour être le plus concret possible. Les outils qui fonctionnent le mieux pour justement garantir de l'equity aux collaborateurs et collaboratrices, quels sont-ils? On a le réflexe BSPCE en France déjà, est-ce que c'est que français et est-ce que c'est le meilleur? Si tu devais juste donner les sigles pour que tout le monde puisse aller chercher des outils qui fonctionnent bien sur différents pays, est-ce que tu peux nous les partager? Ouais, donc effectivement, BSPCE, c'est français, franco-français. Il y a, en fait, ce que je vais faire pour qu'on soit efficace, je vais rediriger tout le monde vers une magnifique étude Balderton qui donne le split et les types d'options par pays en recommandant lesquelles sont les plus adaptées. Pour la petite anecdote, chez Gorgias, on n'est pas sur des BSPCE, on est sur des ISO et des NSO qui sont des cas d'options typiquement très Oui, américains. oui, qui sont une mécanique Voilà. particulière. Eh ben, écoute, le lien sera dans la description et Voilà. effectivement, on est extrêmement efficient. Donc, une fois que maintenant qu'on a mis ces principes philosophiques et un peu, du coup, liés à la culture et à l'intention sur la table, qu'est-ce que tu peux nous dire qui vient se greffer au système que tu as déjà mis en place dans le partage de l'equity? Donc, tout le monde a de l'equity, tout le monde a un petit curseur pour savoir s'il veut plus de fixe ou plus d'equity. Et après, c'est un jeu de relution et de revente en interne de certaines, certaines actions reviennent. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on doit savoir sur l'equity où ça se gère finalement comme du fixe? C'est-à-dire, il y a un marché, un niveau d'equity que les gens peuvent avoir s'ils étaient sur un autre job, etc. etc. Ouais, je suis ravie de partager un peu là-dessus. Au départ, il n'y a pas si longtemps, on donnait de l'equity que à nos nouveaux embauchés. Donc ça faisait partie du package et de l'offre. Dans les faits, sur le temps, il n'y avait pas forcément de ce que j'appelle le refresh, où tu reprends un peu d'equity. On transmettra certainement un autre lien, qui est le modèle Wellsfront, que j'ai trouvé passionnant et que j'invite chaque personne à regarder dès qu'on s'intéresse un peu à ce modèle-là. Qui en fait propose une approche avec une distribution de l'equity qui est bien sûr sur les nouveaux embauchés, mais pas que. Également sur les promotions. Donc l'idée, c'est que quand les personnes elles sont promues, non seulement elles vont prendre un petit jump salarial, évidemment, mais également un petit jump d'equity, qui propose également un troisième cas de figure avec les top performers, et un dernier qui est ce qu'ils appellent, et je reprends leur terme, c'est le terme de l'étude, evergreen, et qui redonne de l'equity aux salariés qui sont présents depuis 2 ans et demi dans l'entreprise. Et l'idée, c'est du coup, à partir d'un certain niveau de maturité, et je pense qu'on arrive au bon moment pour le faire, se dire j'investis aussi sur la rétention, parce que j'ai pas envie que tout le monde parte au bout de 4 ans. Donc du coup, comment je fais pour maintenir les personnes motivées et redistribuer un peu de ces parts de la boîte. Ok, ok. Et l'aspect qu'on n'a pas abordé encore, enfin, c'est plutôt deux aspects, et je pense qu'on aura fait un tour qui est vraiment pas mal, hein, là, tous les deux. Le variable, comment ça fonctionne? Eh bien, ça dépend des équipes. On a fait un choix d'avoir pas de variable pour les équipes tech, parce que Qui sont très bien payés, qui sont qui très sont au bien payées. 90e pourcentile plutôt. J'ai pas de jugement de valeur, mais en tout cas, qui sont. Exactement. Donc, du coup, qui sont très bien payés. Donc, pas de variable pour ces équipes-là, parce que difficile à mesurer et pas forcément générateur de quoi que ce soit en plus. En revanche, pour les équipes customer facing, donc on a et qui du coup rapportent du business directement et où on va dire on peut mesurer facilement ce qui est apporté à la boîte en termes de revenus. Donc, Les salaires qui se payent tout seuls. voilà, business développement, customer success, puisque chez nous, les customer success vendent aussi un peu des add-ons. Oui. Et puis ils gèrent le churn, donc ça se mesure Et assez bien. le Ouais. churn et les équipes marketing pour tout ce qui est outbound, génération de leads, etc. Donc, toutes ces équipes-là ont un bonus qui est mesuré, qui est calculé, ça dépend des équipes, mais entre 12 jusqu'à 40% pour les sales du total salaire. Voilà. Et ça, comment vous arrivez à cette conclusion? C'est un retour aux analyses du marché ou c'est autre chose?
Tu veux dire le pourcentage derrière lui-même? Oui, tout à fait. Parce que là, je comprends bien la mécanique. Il y a une partie des équipes où vous considérez qu'on peut vivre. Enfin, je vais le dire avec un terme qui est très froid, où le fait de rajouter un variable changera pas grand-chose parce qu'ils ont déjà un salaire qui est confortable et donc il n'y a pas vraiment, on va dire, de raison de le faire. Qu'on le fasse ou qu'on le fasse pas, ça se passera. Ils seront pas plus heureux ou plus malheureux. Il y a des profils sur lesquels, que ce soit par culturellement ou parce que c'est plus facile à faire, parce que vous pouvez les connecter à des objectifs directs de ROI, sur des sales, de l'outbound, des choses comme ça. Vous décidez donc de faire du variable, et les pourcentages de ce variable, vous les sortez d'où? De la même étude marché, et donc du location et tout le bazar, ou d'autres choses? Ouais, ça vient toujours du même endroit, effectivement. Une grosse partie de ces plateformes, elles te partagent un benchmark qui te partage la base, mais également le variable. Donc, tu arrives un peu à déterminer, pareil, en mixant tout ça, quel doit être le pourcentage entre base et variable. Ok. Je réfléchis sur toutes les questions que je pourrais avoir vraiment, et normalement le truc il sera proof complet. La seniorité. Parce que j'imagine que la seniorité interne, c'est plus dur à voir dans les sets de data que tu as, mais peut-être que je me trompe. Est-ce qu'il y a quelque part un petit multiplier de t'es là depuis 5 ans sur l'equity ou sur le fixe? Sur la partie salaire, non. On considère que quand on embauche quelqu'un pour faire un job qui est le même que son collègue, alors certes, il y en a un qui a un petit peu d'expérience, mais derrière, ils vont faire le même job et on ne veut pas faire de différence sur les salaires. Et on pense que les refreshs de salaire liés à la seniorité uniquement finissent par créer un décalage sur le marché où tu as des gens qui, du coup, finissent par être surpayés par rapport à ce qu'ils font et par rapport au marché et qui, du coup, s'ils veulent un jour partir, ne partiront pas parce qu'ils sont trop bien payés. Et ça, c'est, encore une fois, pas du tout notre culture. On veut avoir des gens qui restent parce qu'ils adorent ce qu'ils font, parce qu'ils apprennent, mais certainement pas parce que ils ont fini par être décalés par rapport à ce qu'ils font. Je fais une toute petite incise là-dessus parce que on a été confronté il y a pas longtemps, je ne vais pas évidemment nommer ni personne ni la boîte, dans un cas de figure de ce genre-là, et je pense qu'on se rend pas compte d'à quel point dans la vraie vie, sociétalement, c'est dramatique. C'est parce que on pourrait se dire ah ouais mais c'est pas sympa, ou je sais pas, ou avoir un jugement de valeur en trouvant que c'est un peu inhumain de pas considérer la seniorité au sens le temps dans l'entreprise et donc les années de bons et loyaux services. Sur le fixe, cette situation est une réalité, et c'est une réalité terrible. Vous avez quelqu'un qui, parce qu'il est bon en égo et parce qu'il est là depuis longtemps, se retrouve à avoir un salaire très 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 dodu par rapport à ce qu'il apporte comme valeur à l'entreprise, et qui est donc complètement déconnecté du marché, et s'il y a un problème ou quoi que ce soit, ne pourra en réalité jamais retrouver un job équivalent, ou bien s'il retrouve un job équivalent en termes de salaire, va être téléporté dans un niveau de pression ou d'exigence qui est beaucoup plus élevé que celui qu'il a. Vous créez une précarité chez ces gens-là, sociétalement, enfin au niveau de la société, qui est monstrueuse, sans vous en rendre compte. Parce que ce que ça veut dire, c'est que la personne est potentiellement prisonnière chez vous, déjà, et que si, je sais pas, moi, il arrive un truc à la boîte, ou bien pour une raison ou pour une autre, la personne va partir, la personne se retrouve dans un cas où elle doit soit revoir complètement son niveau de vie, et on sait bien comment c'est, le niveau de vie, il s'adapte à l'argent existant la plupart du temps, donc c'est très difficile de revenir en arrière, ou se retrouver dans une position incroyablement inconfortable parce qu'il était déconnecté ou elle était déconnectée de la réalité pendant tout un temps. Donc toute petite en phase là-dessus, parce qu'on a eu l'occasion de le voir en live, et ça fait froid dans le dos, donc faut vraiment le penser avec ça en tête. Je te redonne la parole. Je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Du coup, notre façon à nous, c'est de le travailler, comme je le citais à l'instant, avec Evergreen, en se disant avec l'equity, ouais. On fait un refresh d'equity sur la seniorité. Donc la différence, en gros, entre un employé A et un employé B qui font le même métier, ils ont tous les mois, ils reçoivent la même chose. La seule différence, c'est si jamais ils n'ont pas choisi la même option. C'est ce que c'était dit avant. Il y a un qui est en option 1, un qui est en option 2, donc ils n'ont pas forcément le même niveau de cash, mais ça a été leur choix initial. Et en revanche, l'employé qui est A qui a démarré plus tôt, il a un package d'equity plus important que l'employé B qui a démarré plus récemment. Et c'est la seule différence qu'on va avoir entre les deux, et je pense que c'était la bonne façon de le faire. Top.
On arrive vraiment au bout des questions. Et franchement, tu sais même plus que tu t'en sors bien. Là, on voit que le truc a été archi réfléchi, quoi. Donc, moi, ça me réjouit, hein. J'adore voir des mécaniques bien huilées comme ça. Donc, ça donne très envie. La compensation, la rémunération, c'est le fixe, le variable et l'equity. Pas que. On peut considérer qu'il y a d'autres choses qui rentrent dans le package qu'on propose à des collaborateurs, des collaboratrices, certaines étant immatérielles comme, je sais pas moi, l'employabilité ou l'ambiance de travail, les horaires de travail, les facilités, d'autres étant plus matérielles comme, j'en sais rien, moi, un comité d'entreprise ou certains bonus à gauche à droite. Comment tu traites cette partie peut-être, j'allais dire, secondaire de la compensation et de la rémunération, parce que je le dis secondaire, c'est pas péjoratif, parce que en gros pour moi vous pouvez avoir le meilleur comité d'entreprise du monde, si vous payez et que 90% des gens payent mieux que vous faites une erreur. Enfin en gros c'est pas le baby foot qui sauve le fait de payer les gens au lance-pierre, quoi. Donc mais cette deuxième partie du Comp and Ben, comment vous vous êtes positionné là-dessus? Ouais. Notre vision, c'était de se dire, on veut être bien par rapport au marché et voir légèrement au-dessus. Alors, c'est difficile de mettre un chiffre comme le 60 ou le 90. Et en revanche, on veut investir énormément sur la croissance des gens en termes on veut être un endroit, une boîte où les gens apprennent énormément et grandissent énormément. Donc, on veut mettre beaucoup de ressources là-dessus. En revanche, on est moins culture baby-foot. Donc, c'est pas grave. Donc, si effectivement les gens veulent avoir tous ces avantages, je sais presque envie de dire cliché startup, c'est un peu moins chez nous qui les auront, et on les invite, vu qu'on les paye bien, à pouvoir profiter de ça autrement. Si je traduis ça concrètement avec quelques chiffres, enfin quelque chose clé. Donc, évidemment, il y a la partie ticket restaurant. Si je pense à la France, mais du coup, dans tous les pays, chacun a ses lunchs, les repas qui sont offerts tous les jours. Tout ce qui va être carte de transport, je pense qu'on a un gros package congé parental, maternité, paternité, 12 semaines pour les pères, et pareil, aligné sur le congé maternité français. Et en revanche, on a des gros budgets pour que les gens puissent s'installer chez eux confortablement. Chaque employé a $700 pour pouvoir acheter une bonne chaise, acheter ce qu'il faut. Chaque personne a un budget de $2000 chaque année pour utiliser comme ils le veulent pour grandir, pour aller faire des formations, pour aller faire du coaching individuel, etc. Être présent à des webinars, ce genre de choses. Et du coup, on a mis un peu le paquet ressources sur la croissance de chacun pour que chacun puisse être bien et se développer. Et après, être quand même compétitif par rapport, on va dire, aux avantages un peu communs du genre ticket resto, carte de transport et autres. Ouais, donc là, je reformule avec dans ma langue. Il y a s'aligner au marché pour des choses qui font, entre guillemets, qui seraient des désavantages marché. Tu vois, effectivement, si vous ne payez pas les tickets resto, si vous ne faites pas des choses comme ça, et mettre de l'effort sur des choses qui sont des avantages cohérents avec la culture ou l'intention de la boîte. Vous voulez faire grandir les gens, vous avez un budget coquet pour vous former, être coaché, donc grandir. Il y a beaucoup de télétravail, de remote, vous avez de l'argent qui vient de l'entreprise pour vous offrir des conditions le plus confortables possible. Sociétalement, vous avez probablement une position sur la question des congés parentaux, donc vous allez plus loin que les minimums légaux pour faire un statement, etc. Ce qui mécaniquement se traduit budgétairement d'une manière ou d'une autre. Ok, et ben il me reste moi une dernière question. Et après, je te laisserai un mot de la fin s'il y en a un qu'on n'aurait pas abordé. C'est donc là, vous avez fait un bel effort. Tu as fait un bel effort avec tes équipes, j'imagine, sur tout ça. Même si vous les avez, j'imagine, laissé un peu le beau bébé ronronner pendant un petit moment. Qu'est-ce qui serait pour toi le step d'après sur le sujet rémunération chez Gorgias, le fine-tuning que vous pourriez faire sur la machine ou des gros pavés que vous avez pour l'instant choisi de laisser en jachère parce qu'il fallait se concentrer sur autre chose. En gros, si je te demande de remettre des watts là-dessus avec ton équipe pour le faire passer au niveau supplémentaire, c'est par où tu commences ?
Déjà, je ne lâche jamais ce sujet-là parce que ça continue de bouger. Donc c'est toujours, l'amélioration est en continu. Exemple, là, ils vont y avoir, c'est le début de l'année, donc on s'est dit tiens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue de l'inflation, comment est-ce qu'on fait pour être sûr qu'on reste compétitif, parce que les bases de données elles sont top, mais au début d'année chaque boîte augmente ses salaires et ça se reflète pas immédiatement dans ces bases de données là, donc on veut rester dans les clous. Donc il y a quand même toujours la notion de avoir le coup d'avance. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire les prochaines étapes pour nous sur cet outil? Il y a avoir de la donnée encore plus fiable sur les données, sur les salaires VP, C-levels, qui restent encore un peu obscurs et c'est des niveaux qui commencent à arriver de plus en plus chez nous. Donc, il y a moins de volume de data, j'imagine, et donc c'est plus opaque, ouais. C'est un peu plus opaque, donc il faut plus aller chercher. On veut automatiser un peu plus, notamment sur la partie promotion. On veut que la machine, quand on fait une promotion, automatiquement, elle puisse générer les salaires et les equity, alors qu'aujourd'hui, c'était encore un peu manuel. Et donc ça, il y a ces deux grosses étapes-là. Et la dernière belle étape, qui sera un gros win, et je veux pas dire de date, mais en gros, ça arrive, c'est de pouvoir partager cet outil-là en version complètement automatisée sur notre site, pour que chaque candidat, quand il se connecte, il puisse voir pour chaque offre, en fonction de où est-ce qu'il est dans le monde, combien est-ce qu'on lui propose en package chez Gorgias. Donc là, les équipes bossent dessus. J'ai hâte que ça soit live. Et ça sera vraiment un accomplissement parce que potentiellement, non seulement ça sera bon pour nous, pour la vision candidat, mais ça pourra aussi, je pense, être un bon témoignage de la culture de Gorgias auprès de tous, quoi. Voilà. Top. Et il y a une dernière question qui m'est venue, la vraie dernière, promis. Vraiment, de manière assez rapide, c'est quoi ton avis personnel, ou si c'est pas un avis tranché et que c'est en exploration, il n'y a pas de problème, sur des types de rémunération qu'on pourrait qualifier d'audacieux, exotiques, peut-être, comment je pourrais dire, pionniers, au sens où là, je rétropédale un tout petit peu. L'approche que vous utilisez, c'est une approche qui va avec la culture Gorgias, qui est data-driven, et c'est ni bien ni mal, c'est un parti pris. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des attitudes pionnières, qui ont créé ce qui est devenu un précédent ou un standard qui a été adopté par plusieurs personnes. Là, dans la rémunération, on a entendu des entreprises qui testent de payer tout ou partie du fixe en crypto-monnaie, par exemple. On pourrait envisager des tests qui sont faits sur les congés, par exemple, au-delà des congés par an. Et ça m'intéresse, dans ce qui est en dehors de ta culture, de la culture Gorgias plutôt, de savoir quel est ton avis ou ton sentiment par rapport justement à des choses qui sont plus pionnières, plus exotiques, plus étonnantes. Je pense que c'est intéressant de regarder ce qui se fait, et ce qu'il faut, c'est effectivement être à l'écoute et d'écouter un peu les retours de ces entreprises-là. Je pense qu'il y a aussi des choses qui se font et qui finissent par se défaire parce que ça porte pas trop ses fruits. Donc mon approche, elle serait plutôt prudente, curieuse et prudente. C'est-à-dire que écoutons, regardons, attendons un peu de voir comment ça fonctionne et avant de mettre en place. Ce dont je suis convaincue, c'est que ça reste un des sujets les plus touchy pour tout le monde parce que évidemment, on va dire, je pense, cette chance en startup que beaucoup de personnes qui y sont par passion. C'est pas beaucoup, je pense, des jobs juste pour manger. C'est des jobs que les gens font avec beaucoup d'intérêt. Donc c'est chouette. C'est une chance, mais ça reste quand même un moyen de subsistance. Donc c'est important et c'est clé pour tout le monde. Donc j'avoue qu'aller sur la partie expérimentale de ce qui est tout en bas de la pyramide de Maslow, pour moi, j'ai un gros warning à titre perso qui s'affiche. Donc oui, toujours être à l'écoute parce que je pense qu'il y a des choses qui se créent, qui viennent de ces démarches-là. Au départ, il y a quand même des gens qui se sont lancés, qui ont lancé des trucs. Je parlais du modèle Wellsfond tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a innové, qui s'est posé, qui s'est dit tiens, on va lancer ça, et c'était pas courant.
Mais je serai l'approche prudente. Laissons les autres tester et attendre d'être sûr que c'est bien. Et là, why not? Voyons ce qui est robuste. Exactement. Top. Eh ben, un grand merci, Adeline. On va passer tranquillement à la fin de l'interview. Première question. Quelqu'un a envie d'échanger avec toi suite à ces épisodes? J'en suis sûr que tu vas avoir des petits appels. C'est quoi la meilleure manière de te contacter? Je pense que c'est LinkedIn, tout simplement. Ok, LinkedIn, facile. Ensuite, est-ce qu'il y a une ressource, un livre, un podcast, un blog que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices? J'en ai un dont je suis fan, que je tendance à recommander. Alors, ça s'adresse plus aux entreprises qui sont internationales et qui ont déjà un pied vers les États-Unis. C'est la ressource CPO HQ, qui est du coup une communauté, non pas Slack, c'est sur leur site internet, de Head of People, CPO, directeur RH, peu importe les titres, mais du monde des startups. Donc ils commencent à avoir un très très bon réseau et la communauté est très active et pleine de ressources, quel que soit le sujet. Et pour moi, c'est une source d'inspiration quotidienne. Ils sont pas que US, ils sont seulement 60% US, mais c'est quand même très connoté pour toutes les boîtes qui sont en train d'ouvrir des filiales ou qui sont intéressées de savoir plus. Je pense que c'est une bonne communauté à rejoindre, CPO HQ. Top. Et enfin, tu connais notre tradition préférée dans ce podcast. On aime les passages de flambeau. On aime prendre le temps de mettre quelqu'un en lumière en disant « Waouh, ce que tu fais est formidable !» que la personne ait du temps ou pas. Donc, en un mot commençant, à qui est-ce que tu aimerais passer le micro pour un futur épisode du podcast? Quel RH ou représentant du monde RH de Startup, Scale-up t'impressionne, que tu as envie de mettre en lumière? Moi, je suis une grande fan de quelqu'un qui est déjà venu à ton micro, Alexis, mais avec qui j'ai beaucoup parlé de ces sujets-là. Il s'agit de Virgile, forcément. Virgile Ringard. Virgile Ringard, évidemment. Parce que très, très expert sur ce sujet-là, mais pas que. Pour la petite anecdote, Virgile et moi, on est voisins de bureau, puisqu'on a la chance d'être colocataires de nos bureaux à Paris, à Strasbourg-Saint-Denis. Donc, j'ai la chance d'échanger particulièrement avec lui régulièrement et c'est une source d'inspiration quotidienne. Donc tu l'as déjà vu, mais je pense qu'on a toujours des choses à apprendre de Virgile. Donc si je vais repasser le flambeau, je pense que ça serait pour lui. Et écoute, déjà, c'est une belle occasion de dire tout le bien et à quel point Virgile peut être fier de tout ce qu'il a réalisé et ce qu'il est en train de réaliser, je pense, pour l'écosystème startup français et ces sujets-là, les sujets de rémunération. D'autre part, on est à l'épisode 43 du podcast du Human Factor. Je pense que ça serait l'heure de rentrer dans un que sont-ils devenus sur certains épisodes. Donc, épisode 10 ou 11, Virgile Ringard nous avait parlé justement du guide complet de la REM, mais entre-temps, la boîte qu'il a montée, Figures, est devenue, alors je ne sais pas si on peut dire une grosse boîte, mais en tout cas, c'est devenu une jolie fusée en train de décoller. Et donc, si la prochaine fois que tu le croises au bureau, tu peux lui dire qu'il est le bienvenu pour un épisode un an à peu près après, pour savoir qu'est-ce que ça fait de passer de l'autre côté, de passer d'un statut de salarié RH à un statut de entrepreneur tout seul, comme tous les entrepreneurs au début, où on est une fière équipe de 1, plus ou moins, donc responsable, patron, fondateur d'une entreprise qui se veut, entre guillemets, start-up. Il est le bienvenu, évidemment. Donc Virgile, tu es toujours le bienvenu sur ce podcast. Je passerai le message. Allez, c'est bien noté. Écoute, un énorme merci Adeline pour cet épisode. Ça a été un vrai plaisir. Alors moi en plus, il ne faut pas m'en demander trop sur ce genre de sujet sur lequel on peut geeker. J'adore. Donc c'était un plaisir de te poser toutes ces questions. Je te remercie vraiment beaucoup pour ton temps. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine. Merci Alexis, à bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co et